Alors, généralement, lorsqu'on observe les objectifs coloniaux de la Belgique autour de la Première Guerre mondiale, on pense directement au mandat qu'elle va obtenir sur le Rwanda-Urundi et on concentre les effets, en tout cas les événements autour de les accords Horst-Milner. Alors cette thématique a été largement abordée par plusieurs auteurs. Ici, je n'en mentionne que quelques auteurs plus particulièrement belges qui ont travaillé sur leur thèse de doctorat, ouvrages de synthèse ou encore articles. On a l'honneur d'avoir Madame Congo qui pourra préciser une série d'éléments si nécessaires. Alors, de manière générale, la thématique, même si elle a un impact considérable sur les populations qu'elle va concerner, ça reste une thématique qui est mineure. Qui plus est, lorsqu'on l'observe d'un regard superficiel ou en tout cas en hauteur, c'est une thématique qui semble assez linéaire ou simple. Il y a une notion de fluidité. Les Belges, dans leurs actions dans l'Est africain allemand, vont finalement obtenir des territoires dans l'Est africain allemand, ce qui semble logique. Alors l'angle d'approche que je vais essayer d'utiliser est un tout petit peu plus différent dans le sens premier de s'intéresser au-delà des accords Miller à ce qu'étaient les revendications coloniales de la Belgique et pourquoi aurait-elle eu des revendications coloniales et sous ce biais de m'intéresser particulièrement à l'administration du ministère des colonies qui est à la fois héritier de l'État indépendant du Congo et par ailleurs pour lequel il existe une grande mixité avec le personnel des affaires étrangères. Je pense que Vincent Delcor et... j'ai oublié son nom, prénom, j'espère qu'il va m'expliquer. Hein ouais, oui, Michael Loraes en a déjà expliqué, donc je pourrais faire l'économie de certaines explications. Donc les archives utilisées sont abondantes et nombreuses, notamment elles n'ont pas encore été déménagées aux AGR, ce sont les archives diplomatiques et africaines, et également aux AGR on a une série de papiers d'acteurs de premier plan, que ce soit Octave Loers, Pierre Horst ou Jules Rankin. Alors, il faut revenir tout d'abord peut-être à ce qu'est la situation coloniale de la Belgique en 1914. Donc en 1908, effectivement, la Belgique devient une puissance coloniale. De là, deux éléments importants, c'est qu'elle est l'héritière de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire de son passif politique, économique et polémique. Et le Congo belge, à l'instar de la Belgique, mais c'était déjà présent lors de l'acte général de Berlin de 1885, est conçu comme un vaste État neutre au cœur de l'Afrique et qui doit servir également d'État tampon. Alors très rapidement, la Belgique va être confrontée à des problèmes de frontières et donc de diplomatie. Et notamment, c'est la contestation du 30e méridien qui, en 1885, a été purement hypothétique, c'est-à-dire sans relevé sur le terrain. Jacques Villequet a déjà travaillé de manière importante et approfondie ces questions dans son livre Le Congo belge et la Feldpolitik. Et on se rend compte notamment que lors de cet accord sur la frontière Ruzizi-Kivu, il y a effectivement une coalition, en tout cas un accord d'aller dans la même direction de l'Angleterre et de l'Allemagne, en défaveur d'une part de la Belgique, mais aussi de la France. Du côté de la polémique, c'est-à-dire la campagne de la Congo Reform Association de Morel, les Belges sont extrêmement pointilleux puisqu'effectivement cette campagne ne s'éteint pas avec la naissance du Congo belge et justement en Allemagne est créée aussi en 1910 la Congo Liga. Ce qui va donner lieu dans les années d'avant-guerre à des supputations de velléité impérialiste de la part de l'Allemagne, poussée dans le dos par l'Angleterre. Donc ce sont les travaux de Villequet. Et donc effectivement, si on observe, il y a bien des déclarations de non-intérêt de Sir Edward Grey ou des propositions, mais très isolées de von Kieler-Wachter. De manière générale, les propositions d'un partage du Congo belge appartiennent plus à l'ordre du fantasme qu'à celui de la réalité. Mais du côté belge, et Inventège avait bien illustré dans sa synthèse, ce sera une thématique principale de la politique coloniale belge, les velléités du partage ou de l'annexion des parties des Congo belges par les puissances qui bordent la colonie. Alors, dernier élément d'importance avant le début des hostilités, c'est en 1913, finalement, l'Angleterre reconnaît l'annexion de l'État indépendant
du Congo par la Belgique et par là même, Morel met fin à la campagne contre l'administration congolaise et donc dissout la fameuse Congo Reform Association. Alors, contrairement au théâtre des opérations en Belgique, celui en Afrique va se relever de manière très différente pour la colonie. Si effectivement on essaye de maintenir, et ce maintien, Guy Van Tesch l'a bien exprimé, c'est un maintien assez relatif, puisque ce qu'on permet aux Français et aux Anglais, on ne va pas le permettre aux Allemands, il y a bien une optique préalable du maintien de la neutralité de la colonie qui va évidemment être violée par les actions des Allemands le long du Tanganyika. C'est qui initie des opérations militaires qui sont là parfois à l'inverse de ce qu'on connaît sur le front européen. Il y a tout d'abord un soutien à la France et à l'Angleterre. Il y a de même parce que le ministre Jules Rankin est un peu en va-t-en-guerre à l'époque des propositions d'une campagne directement dans l'Est africain allemand qui se réalise effectivement en 1916 avec cette victoire où Delpierre l'a bien illustré, une victoire très symbolique et très largement exploitée par la prise de Tabora. Cette première campagne va renaître en 1917 avec de nouveau des opérations fructueuses. Cependant, même si en Belgique on présente ces campagnes comme étant d'une grande importance, avec un engagement massif de nos forces coloniales, ce qui est exact, il reste une différence importante de moyens entre la Belgique et l'Angleterre, ce qui va marquer évidemment la suite des négociations. Alors, avant d'entrer dans le cœur de ces négociations, il faut bien mettre en avant que, au-delà de ce que Vincent Delcor a pu présenter sur les membres de l'exécutif, ici, on a une importance primordiale de deux fonctionnaires, Pierre Horst et Octave Loers. Je ne vais pas reprendre leur biographie complète, mais ces deux profils sont excessivement complémentaires. D'un côté, nous avons Pierre Horst qui est particulièrement brillant comme diplomate, qui va être directeur du service politique des colonies. Donc c'est bien lui qui va devoir s'occuper du programme des revendications coloniales. Puis en 1917, il devient secrétaire général des affaires étrangères et il va être remplacé par Loers. Loers, lui, est afféodé. C'est un fonctionnaire qui est particulièrement zélé, qui porte au nu généralement ses supérieurs hiérarchiques, que ce soit Jules Rankin ou Pierre Horst. Et donc, entre Octave Loers et Pierre Horst, vous avez une communauté de vues qui est parfaite et surtout un duo qui est profondément complémentaire. Qui plus est, et ça c'est un élément qui est d'importance, tous deux ont déjà servi comme fonctionnaires durant l'État indépendant du Congo, que ce soit pour Pierre Horst au sein du gouvernement central ou Octave Loers dans la magistrature au Congo. Ce qui veut dire que sur le plan colonial, la Belgique a en fait un dossier bien ficelé et qui va s'amorcer dès le début des hostilités. Tout d'abord en 1914, les fameuses déclarations d'Anvers et de Sainte-Adresse qu'on essaie d'obtenir de la part des Alliés, qui est l'intégrité du domaine national, mais aussi colonial. Dès 1915, au Conseil du gouvernement, Rankin présente des buts de guerre coloniaux et un élément qui va devenir un leitmotiv, c'est qu'on n'exige pas d'agrandissement du territoire colonial, mais des compensations. Des compensations au niveau de la rectification des frontières, qui sont héritières évidemment de l'État indépendant du Congo, mais aussi des compensations financières, qui ne sont pas moindres, mais qui vont vite passer à la trappe. En 1916-1917, on voit qu'on essaie de maintenir des contacts avec le Foreign Office. La situation n'est pas forcément des plus simples avec l'Angleterre, notamment à propos de la question de Tabora et de l'évacuation de certaines parties du territoire occupé par les troupes coloniales belges. En tout cas, du côté belge, on essaye de rassurer les alliés anglais que la Belgique n'est pas une puissance impérialiste et que son but premier n'est pas d'acquérir de vastes territoires en Afrique. Par contre, les liens avec les Français semblent être plus faciles, puisqu'ils ne sont pas impliqués directement, évidemment, dans l'occupation de l'Est africain allemand, et qui plus est, le gouvernement belge étant en terre française, les contacts sont d'autant plus facilités. Et donc, très rapidement, émerge au sein de les deux administrations coloniales une volonté de se réunir, notamment sur la question des actes de Berlin et de Bruxelles. On retrouve évidemment du côté belge autant Horst que Loers,
Et des PV qu'on a pu conserver, c'est qu'il existe très rapidement une communauté de vues. Et il faut bien voir que notamment Emmanuel de Peretti est un ardent, pas admirateur de l'œuvre belge, mais en tout cas est particulièrement bienveillant par rapport aux positions belges, tant aussi bien que dans les travaux où on s'étonne que les fonctionnaires français acquiescent rapidement au vu du programme belge. Pour bien s'assurer que le dossier colonial soit bien solide, l'administration des colonies via les affaires étrangères, et merci à Emmanuel de Brogn de m'avoir renseigné comment on peut envoyer de documents aussi volumineux en Belgique occupée et comment on arrive à les ramener avec des notes tout aussi volumineuses, on envoie un questionnaire aux personnalités coloniales qui sont restées principalement en Belgique occupée, et parmi celles-ci, on compte évidemment les membres du Conseil colonial, mais surtout les anciens dirigeants de l'État indépendant du Congo, à savoir les secrétaires d'État, enfin le secrétaire d'État Edmond Van Nevel et les secrétaires généraux. Des réponses qui sont renvoyées, on voit bien un leitmotiv, mais qui est celui qu'on retrouve depuis 1915, qui est qu'il ne faut pas agrandir la colonie, mais bien mieux l'asseoir au niveau de ses frontières. Ce programme est finalement non pas finalisé en 1018, mais bien en 1918, et c'est bien Jules Rankin qui met la dernière main au programme. Alors, vous l'avez compris de ce que je viens d'énoncer, le premier point qui semble important au niveau des revendications coloniales, c'est la compensation territoriale. Alors, cette compensation territoriale est déduite par deux remarques préalables. Tout d'abord, il y a eu tout au long de la guerre une susceptibilité par rapport aux critiques qui ont été formulées contre l'État indépendant du Congo. Et ici, on pense que, notamment à l'œuvre d'Edmond Morel, qui, passant du Congo au pacifisme, plaidait pour l'internalisation des colonies, éveillant par là même plus que la susceptibilité des Belges, mais surtout la colère des Belges, les conduisant parfois dans des comportements irrationnels. Ainsi, à propos d'un roman de gare qui se passe durant l'État indépendant du Congo, on essaie de faire pression sur le Foreign Office pour interdire ce roman de gare, constatant qu'une société qui vend des conférences toutes faites et qu'il y en a une sur l'État indépendant du Congo, on va absolument racheter tout le stock de la société, mais en même temps, on constate que cette conférence n'a plus été demandée pendant 10 ans, mais ce n'est pas grave, on va demander et on va racheter au prix coûtant tout le stock. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas toucher au domaine colonial belge, qui, sous la plume des fonctionnaires, est parlé même de terre sacrée de la patrie. Par contre, pour l'Allemagne, il en va évidemment différemment, c'est que l'Allemagne doit perdre ses colonies. Et donc, le leitmotiv, c'est la rectification, ici, de la frontière du Bas-Congo. Alors, je m'explique. Effectivement, si vous regardez le Congo de profil, c'est un fin nez et un très grand visage. Et donc, c'est la situation de 1884 qui avait été fixée par rapport au lit du fleuve de 1884, mais le Congo étant un fleuve capricieux, ce bief navigable s'était déplacé du côté portugais. Tant et si bien que les bateaux devaient emprunter la bande portugaise et que le port de Matadi ne pouvait accueillir que 3 bateaux à la fois. Particulièrement compliqué lorsqu'on sait que c'est la principale porte d'entrée du Congo. Déjà avec la France, la Belgique avait discuté d'essayer de se partager l'enclave de Caminda, qui est donc une enclave portugaise au nord du Congo, mais elle n'avait pas abouti. L'idée principale alors va être l'idée d'un échange de territoire avec le Portugal. On pense d'abord à la région du Congo, qui avait été une région enlevée, on peut le dire, par Léopold II aux Portugais, ou une partie de l'Est africain allemand. Le but est bien d'obtenir, alors désolé pour la photo, mais je n'ai pas su faire mieux, et le but est d'obtenir, donc en vert vous avez la frontière du Congo belge, et en rouge serait le hinterland qu'on demanderait aux Portugais, en échange soit du Congo qui est un peu plus vers l'Est, ou alors de leur donner une partie de l'Est africain allemand. Ça, c'est le plan belge. Mais pour ce faire, il faut s'entendre avec le Portugal, ou encore mieux, demander à quelqu'un qui est plus grand que soi, c'est comme un peu un cours de récré, quand on veut récupérer un jouet, à la France ou à l'Angleterre, de jouer les intermédiaires. Donc, ce but territorial va se jouer en 3 phases. D'abord, la première phase, ça va être... Je me modère, donc merci.
Donc, l'exposé devant le Conseil des 10, qui est une histoire typiquement belge, donc c'est-à-dire que on apprend que le Conseil des 10 s'occupe des questions coloniales. Les Belges ne sont pas invités. Et donc, on va demander audience, sauf qu'à midi, on dit que c'est à 4h30. L'exposé n'est pas prêt, on ne trouve pas Emile van der Velde, et donc finalement, Pierre Hors se rend donc compte, un peu comme dans cette salle qui est bourrée à craquer, qu'il n'y a pas de place pour les Belges, et en plus on traduit en anglais qu'il faut barrer la moitié du texte. Mais l'optique est intelligente. Comme on n'a pas négocié avec les Portugais, que va-t-on demander? Mais simplement le statu quo. Le territoire que nous contrôlons, mais nous l'utilisons comme gage. Nous demandons simplement de conserver ce que nous avons acquis de fait. Le retour est particulièrement négatif pour Hors et Loers dans leur mémoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour de cette délibération. Ils sont entendus, et Polymans l'écrit bien, hein, nous venions en quelque sorte devant un tribunal, on ne nous a pas questionné, et finalement, on ne nous a pas dit ce qu'il en devenait. Deuxième temps, c'est une période de latence, un interlude. Si pendant la guerre, on s'entendait avec les Français pour savoir ce qu'on allait faire de l'acte de Berlin, eh bien ici, ce sont les Français et les Anglais qui négocient à deux. Ce n'est pas que les Français ne veulent pas des Belges, mais c'est plutôt les Anglais. Ceci dit, du côté belge, on essaie de rechercher une situation, plutôt une solution avec le Portugal, mais la situation portugaise étant particulièrement compliquée depuis l'assassinat du président en 1918 et la débâcle aux élections du sidonisme, on n'avance pas. En tout cas, on ne préfère pas avancer. On attend que l'Angleterre nous tire les marrons du feu. Finalement, les Anglais veulent nous interroger sur nos attitudes ou nos attentes, et vous avez une première rencontre en Horst-Milner le 20 mars, qui va donner les lignes de ce qui suit. C'est-à-dire, OK pour la cession du Rwanda-Burundi, mais de laisser une bande de terre pour la construction du chemin de fer du Cap au Caire. La deuxième phase est provoquée par une petite crise. Un article dans le journal Le Temps qui signale que l'Allemagne abandonne ses colonies aux 5 grandes puissances. Réaction immédiate de Polymans devant le Conseil des 4, le 9 mai. Et finalement, les 4 se disent tout à fait incompétents pour pouvoir trancher la question. Et Lloyd George, donc, invite Milner à discuter avec Horst. Au départ, ça devait être avec Polymans, qui est débordé. Milmans propose Loers, Milner refuse, on propose Van de Neuvel, c'est Horst qui refuse que ça Van de Neuvel, et donc finalement, ça va être Horst qui va prendre les débats. Alors, la première rencontre est assez tendue, puisque les Anglais nous prient d'évacuer le terrain. On télégraphie directement au gouverneur général de prendre les mesures, y compris militaires, pour garder le territoire. Mais heureusement, nous n'en venons pas aux mains et des principes sont rapidement dessinés. À savoir la cession de l'Urundi du Rwanda, mais celui-ci est amputé. Donc ça va être le plan de figure, la ligne bleue ici présente, la ligne verte sera de 1924. L'abandon des exigences des compensations financières, qui était un plan important de la part de Horst pour assurer l'avenir de la colonie, et en contrepartie des facilités de transport et de transit sur le chemin de fer que les Allemands ont déjà mis en œuvre, et surtout des concessions dans les ports de Kigoma et de Dar es Salaam. Cependant, deux remarques importantes, et c'est là peut-être le point le plus intéressant de ces accords, c'est qu'au niveau du gouvernement belge et de l'administration, on affirme bien en 1919-1920, notre place n'est pas à l'Est. Donc on a obtenu le Rwanda et le Burundi, mais c'est toujours dans une perspective de l'échanger avec la rive gauche du Congo. Des tentatives vont être faites auprès du gouvernement portugais, mais celles-ci vont échouer, d'une part parce que la situation politique du Portugal n'est toujours pas stabilisée, et que d'autre part, même si les délégués portugais sont beaucoup plus ouverts à Paris, à Lisbonne, en tout cas, on ne veut pas entendre, et surtout au niveau de l'opinion publique, une départition, ou en tout cas une cession du territoire colonial portugais. Et donc, il y a une fin de non-recevoir en septembre 1920. Sur le Rwanda, on pourrait beaucoup en parler, beaucoup ont déjà écrit. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le tout et son contraire, eh bien, le tout et son contraire se marque sur le fait qu'on ne voulait pas du Rwanda-Burundi, finalement on le garde. Et même chose sur le Rwanda, alors que le délégué américain mentionne que la division ne correspond pas du tout à la situation du royaume du Rwanda, les Belges vont plaider tout à fait le contraire, en disant que ça n'a pas beaucoup d'importance.
Seulement, non, très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une très grave erreur, notamment de psychologie, mais aussi politique, tant et si bien que l'argumentaire du délégué américain en 1919 vont être repris dès 1920 par les Belges pour plaider pour une modification des frontières et donc d'inclure dans le mandat de la Belgique l'ensemble du royaume du Rwanda, ce que l'Angleterre va refuser, d'abord par Winston Churchill en 1921, et finalement une décision de la SDN va rectifier cette frontière. 2 minutes pour conclure. Alors, 1 minute pour les révisions des actes de Berlin-Bruxelles. Ce qui est un des grands buts, c'est de se dégager des servitudes internationales, puisque la Belgique considère que, et Sengers l'a beaucoup travaillé, que finalement, tout le monde peut se mêler du Congo à cause de l'acte de Berlin. Donc il fallait absolument s'en dégager. Et de là, les travaux franco-belges vont évidemment permettre d'adopter une position commune qui vont beaucoup aider la position belge lors des travaux de la Commission dite des affaires d'Afrique. Là-dedans, ce n'est plus Horst qui va jouer un rôle premier, mais bien Octave Lohers. Pourquoi ? Parce que si on examine le traité de Saint-Germain-en-Laye, on constate que pour Paul Immense, le programme est réalisé dans les grandes lignes. On revient vers le droit commun, on sort le Congo finalement d'une situation unique, puisque même le titre bassin conventionnel du Congo est définitivement barré. On arrive à unifier le régime des voies fluviales et surtout on arrive à reprendre le contrôle des cours d'eau intérieurs. L'égalité commerciale est toujours de mise, mais cette fois-ci, on peut évidemment dépasser les 10% et donc établir ses propres règles et ses propres droits de douane. En somme, on sort des épines que les accords diplomatiques avaient permis pour l'érection de l'État indépendant du Congo. Alors, une conclusion en 30 secondes ? Parfait. Voilà, je vous laisse lire la métaphore. Alors, je ne sais pas si Lohers l'a fait exprès lorsqu'il décrit où siégeait le ministère des colonies du Havre. J'ai mis quelques mots en gras parce qu'ils reflètent un peu la mentalité de ce ministère. Extrémité, contrebas, petite villa, étroite, mais regard va au loin, provoquer l'imagination et inspirer les cerveaux ardents. En effet, lorsqu'on observe ce ministère avec ses peu fonctionnaires qui sont issus principalement de l'État indépendant du Congo, ils ont une mentalité qui a été imprégnée d'une manière ou d'une autre sur une plus grande Belgique, voulue par Léopold II. Ils ont une forte conviction coloniale, même s'ils ont été adversaires de la politique léopoldienne pendant un temps. Ils ont donc des positions qui se veulent extrêmement pragmatiques pour assurer l'avenir de la colonie, mais quitte à être tout à fait contradictoires. On ne veut pas être à l'Est, on se retrouve finalement à l'Est. On accepte une partie du Rwanda et puis on constate qu'on s'est trompé, qu'il fallait l'ensemble du Rwanda. Mais finalement, là où on réalise le plus grand travail, c'est sur l'abolition de l'acte de Berlin. Le but est donc, de 1915 à 1920, assurer le succès et l'avenir de la colonisation belge, qui est devenue non seulement une des pages de gloire en termes héroïques sur le plan militaire, en tout cas au niveau de la propagande, mais surtout est devenue une œuvre nationale, et c'est telle quelle que dorénavant on veut la montrer au monde. Merci.